Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonjour, pour ça. Je Euh, reçois bien. Parfait. Et vous voyez bien l'écran aussi? Oui, Daouda voit bien l'écran. Si. Ok. Dans ce cas, on ne va pas tenter. Alors, vous êtes combien aujourd'hui? 11 participants. Bon, on est déjà plus nombreux que l'autre fois. Super. Avant de commencer, est-ce qu'il y avait des questions ou réflexions sur le cours de la dernière fois parmi les gens qui étaient présents? On va démarrer tout de suite avec le cours 2. Donc, le cours d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. En fait, il y a certains étudiants qui viennent suivre à la fac. Il y a à peu près une vingtaine d'étudiants dans la salle, donc ce n'est pas par rapport au nombre de participants sur l'écran. D'accord. Ok. C'est bon à savoir. Et donc, je suis projeté sur un écran dans la salle, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Ok, merci, c'est bon à savoir. Dans ce cas, de votre côté, il faudra peut-être couper le micro avant de vous déplacer. Puis, si jamais vous avez des questions, une personne se chargera de soit venir débloquer le micro et poser la question pour toute la classe à chaque fois, ou si vous voulez vous déplacer à chaque fois, peu importe. Ok, super. Donc, le cours d'aujourd'hui, le deuxième cours, va porter sur les sources de données en démographie. Il y a beaucoup de matière dans ce cours-ci, donc accrochez-vous. Comme je disais la dernière fois, n'hésitez pas à poser des questions lorsque quelque chose, lorsque vous avez besoin d'éclaircissement sur quoi que ce soit. Si aussi vous désirez approfondir sur la matière d'aujourd'hui, comme je le rappelais aussi au dernier cours, faites les lectures. Elles sont vraiment essentielles à la bonne compréhension de la matière. Voilà. Donc, comme on avait déjà vu, comme j'avais bien insisté sur cette question la dernière fois, la démographie est avant tout une discipline quantitative avant toute chose. L'objectif primaire est d'abord de mesurer et d'écrire l'état et les mouvements de population. Rappelez-vous, mouvement au sens démographique du terme, c'est-à-dire non pas les déplacements des individus, mais tous les événements qui modifient la taille et la structure d'une population donnée. Donc les entrées et les sorties, c'est-à-dire les décès, les naissances et les migrations. Et donc, en partant de cette définition, il est assez clair que les données sont fondamentales à la démographie et la discipline ne peut pas s'en en passer. Donc, je pense que je vous en parlais aussi rapidement l'autre fois, il y a des approches qualitatives en démographie qui existent, mais elles sont vraiment secondaires avant tout. On les utilise plutôt dans l'optique de répondre à des lacunes des méthodes quantitatives et sont arrivées en fait dans la discipline beaucoup plus tard, dans les années 70, quand on avait un gros manque théorique à combler dans la discipline. Donc on a cherché davantage de méthodes pour essayer d'aller plus loin dans les explications démographiques. Mais hormis cette parenthèse disant, le quanti est à la base de la discipline. Donc, je vais faire un petit saut vers le futur, mais on va revoir ça dans les prochains cours. Mais les principaux outils de base du démographe sont les taux et les quotients. Okay, donc, on va en discuter plus tard. L'important à retenir ici, c'est que pour les calculer, eh bien, on a besoin de connaître le nombre d'événements démographiques qui se produisent à un moment donné, par exemple au courant d'une année, puis les rapporter à la population soumise au risque pour cette même période. D'accord ? Et donc, ça veut dire qu'on a besoin de systèmes de collecte qui comptabilisent et datent au minimum les faits de population, donc naissance, décès, migration, mais aussi mariage, divorce, etc. Mais donc, non seulement pour enregistrer ces événements, mais aussi les caractéristiques particulières qui les entourent.
Donc, par exemple, on va s'intéresser à l'âge de différents événements. Donc, on ne veut pas simplement connaître si un individu décède ou non, mais on veut savoir à quel âge il décède, ou à quel âge est-ce que le premier mariage a lieu. L'ordre des événements nous intéresse aussi. Est-ce que c'est la première, deuxième ou troisième naissance? Est-ce que c'est la première, deuxième, troisième migration d'un individu? Est-ce son premier mariage? Etc. etc. Bon, pour les décès, on ne va pas parler d'ordre, bien entendu, car on ne meurt qu'une fois. Mais les causes de décès peuvent nous intéresser. On s'intéresse aussi, dans le cas des migrations, à l'origine et la destination, par exemple. Le micro. Ok. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a oublié de mettre son micro. Ou bien est-ce une question? Je vais quand même désactiver le micro, mais faites attention à vos micros, s'il vous plaît, à moins qu'il y ait une question. Donc, voilà. Donc, je disais, sinon, oui, dans le cas d'une migration, par exemple, on va aussi s'intéresser au lieu d'origine et de destination. Bon, un exemple plus concret, donc, c'est si on veut calculer un taux de mortalité, mais si en plus on veut le calculer par âge pour 2020, on va y revenir encore une fois, bah, il va nous falloir connaître le nombre de décès à chaque âge et la population moyenne à chaque âge en 2020 pour pouvoir rapporter les deux et calculer le taux. Si on veut calculer le taux par âge et par sexe, il nous faudra aussi connaître le sexe comme information. Voilà. Donc, toutes ces technicalités, ces calculs et ces méthodes, on va y revenir en plus grand détail au cours 3 et 4. Mais là, ce que je voulais que vous compreniez, c'est que pour répondre à ces besoins, ben, les démographes utilisent certaines sources spécifiques qui contiennent l'information nécessaire à l'analyse démographique. Okay? Et ces sources sont donc les suivantes, on va en parler dans un instant, qui conjointement répondent assez bien à nos principaux besoins que l'on vient de voir. Oui. Je n'entends pas très bien. Ça coupe beaucoup. Est-ce que c'était une question? Bon. Je coupe le micro. Alors, je n'ai pas entendu. Je ne sais pas si c'était une question. Si jamais ça ne marche pas, n'hésitez pas à utiliser le chat aussi. Hein. C'est assez efficace et ça évite les problèmes de connexion. Voilà. Donc, oui, voilà. Donc, je disais, conjointement, les sources de données que je vais vous présenter ici répondent assez bien à nos principaux objectifs en tant que démographe. Et donc, c'est toutes ces sources de données ici que l'on va explorer une à une plus en détail dans cette première, dans ce cours d'aujourd'hui. Donc, on nomme les recensements, donc, qui représente un petit peu une photographie de l'ensemble de la population. On va s'intéresser à l'état civil, hein, qui collecte tous les faits d'état civil des individus, donc mariage, naissance, décès. On va parler des registres de population qui concernent beaucoup plus l'Europe qu'autre chose, donc on n'y passera pas trop de temps. Et puis enfin les enquêtes et ce qu'on appelle les observatoires de population. Alors, l'avantage pour le démographe est que ces sources, du moins les trois premières, hein, le recensement, l'état civil et les registres de population, sont avant tout des outils administratifs. Donc, la collecte, en fait, est généralement gérée par les pouvoirs publics. Ce sont vraiment des outils de gestion et de la planification du territoire. Et donc, le démographe n'a pas besoin de les collecter lui-même. Même si les démographes sont souvent sollicités pour développer ces outils, leur collecte est assurée par l'État. Donc, nous, on a uniquement à venir et piocher dans ces données, disons, pour mener notre analyse. Pour les enquêtes, c'est un petit peu un entre-deux. C'est un outil très polyvalent. Mais celles qui intéressent les démographes sont généralement des enquêtes menées par les gouvernements. Par exemple, ici au Canada, StatCan a tout un tas d'enquêtes organisées même par l'Institut. Mais je présume aussi que l'Institut statistique du Mali
à tout un tas d'enquêtes nationales visant un petit peu à mieux connaître, saisir les caractéristiques de sa population. Donc, voilà. Sinon, vous allez aussi avoir tout un tas d'enquêtes qui sont organisées par les organismes internationaux ou par de grands projets de recherche internationaux. Vous avez par exemple les enquêtes, les EDS, les enquêtes démographiques et de santé, que vous connaissez peut-être, qui sont assez communes en Afrique subsaharienne et qui nous permettent d'avoir tout un tas d'informations démographiques que l'on ne peut pas avoir autrement. Etc., etc. On va revenir sur tout ça en détail plus loin. C'est assez central néanmoins de retenir ou d'insister sur cet aspect administratif des données, car vous vous en doutez bien, ces sources vont être fortement influencées par l'entité qui les collecte. Donc, étant donné que ces outils n'ont pas été inventés par le démographe, mais par d'autres entités qui souvent sont politiques, eh bien, ces outils vont avoir des objectifs autres que scientifiques et parfois avec une certaine idéologie derrière. Donc, il faut juste tout le temps retenir qu'il existe un biais potentiellement fort derrière certains de ces outils qui sera lié à chaque fois aux intérêts de l'organisme et de l'entité qui s'assure de ces données. Alors, ça c'est une petite parenthèse, mais qui est toujours intéressante à garder lorsqu'on travaille avec des données. Alors, comme je disais, le cours va principalement porter sur ces 5 sources de données ici qu'on va décortiquer plus en détail pour un peu revoir leurs avantages et leurs limites, avant de terminer avec quelques sources alternatives plus récentes. Mais avant toute chose, il faut noter que ces outils sont relativement récents et qu'auparavant, en fait, sans être aussi organisés, il y avait déjà des systèmes de collecte en place, même s'ils étaient quelque peu embryonnaires, disons. Vous avez par exemple ce qu'on appelle les procédures de dénombrement de la population, qui en fait étaient l'ancêtre du recensement tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc les procédures de ces dénombrements, on en retrouve des traces qui remontent jusqu'à très loin. On en retrouvait en fait déjà des traces 3000 ans avant Jésus-Christ chez les Sumériens qui recensaient la population ou les biens comme le bétail ou les terres agricoles, mais ponctuellement. Donc, durant ces procédures, ça on comptait généralement les hommes, mais on pouvait aussi parfois comptabiliser les biens lorsqu'on voulait avoir une idée de la richesse que contenait le territoire. Donc, à travers les âges, vous allez avoir certains empires qui ont plus ou moins effectué des décomptes assez réguliers de la population, hein, comme en Chine, dans l'Empire romain ou même l'Égypte antique. Mais globalement, ces décomptes, dans la plupart des cas, restaient assez sporadiques. On observe plutôt des grands dénombrements de population à certains moments particuliers de l'histoire, initiés par des dirigeants qui avaient vraiment des fins fiscales ou militaires. En fait, c'était ça le principal objectif de ces opérations. C'était estimer la taille de la population masculine, hein, pour avoir une idée de la puissance militaire potentielle. C'était les hommes qui partaient à la guerre, ou savoir combien d'impôts on pouvait lever. Hein. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, on va estimer un petit peu la richesse du pays. Donc dans ces dénombrements, l'information collectée, vous vous en doutez, était très minimale, c'était un machin de décompte, et il n'y avait aucun caractère scientifique derrière. Hein. Et il n'y avait pas de régularité. Comme je disais, il y avait des périodes où on dénombrait, mais il pouvait y avoir des périodes de plusieurs centaines de siècles où aucun dénombrement n'avait été fait. Ça dépendait vraiment des dirigeants et des besoins du moment et de l'organisation de l'Empire ou de l'État. Une autre source historique qui, elle, est quand même parfois utilisée aujourd'hui pour faire de la démographie historique, sont les registres paroissiaux. C'est des registres tenus par les églises, hein, principalement en Europe et en partie en Amérique du Nord, où en fait les églises de chaque commune enregistraient les différents actes qui devaient être enregistrés devant l'église. Donc on parle principalement des baptêmes, des mariages et des sépultures.
mais qui finalement représentent de près ou de loin certains des principaux événements qui intéressent les démographes. Donc les naissances, les mariages et les décès, avec un petit décalage de temps entre l'événement et l'acte religieux, sauf pour le mariage où l'acte est vraiment le même. Voilà. Donc ces registres paroissiaux aussi étaient assez sporadiques, n'étaient pas tenus régulièrement, n'étaient pas tenus par toutes les autorités religieuses. Au courant du XVIIe siècle, ils ont été généralisés dans le monde chrétien, puis ont été graduellement repris par l'État, comme en Suède ou en France, où ça a été les premiers États à le faire. Puis ultimement, en fait, sont devenus l'État civil moderne, que l'on retrouve dans à peu près presque tous les pays du monde, je dirais, même si ce n'est pas avec la même qualité de collecte, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure aussi. Donc, rappelez-vous, au cours dernier, je vous parlais de John Grant, qui était reconnu comme le père de la statistique et de la démographie, et qui avait utilisé des données de registres paroissiaux pour arriver à ces fameuses tables et à son ouvrage qui a révolutionné la science de la population. Eh bien, c'est ce type de données qu'il a utilisé pour arriver à ses fins. Voilà, ici vous avez un petit exemple d'actes tirés de ces registres. Donc, je vous parlais de démographie historique. Ici, à l'Université de Montréal, par exemple, nous avons un projet de recherche qui numérise les registres paroissiaux du Québec ancien. C'est un exemple que vous voyez ici sur la diapositive, pour en retirer l'information et reconstituer la démographie de la province à partir du XVIIe siècle. Donc, on est même arrivé à reconstituer la généalogie et les liens familiaux du Québec ancien. Donc, voilà. C'était juste pour vous donner un petit exemple de ce qu'on est capable de faire avec ça aujourd'hui. Mais pour autant, bien entendu, que les actes aient été bien préservés et bien gardés à l'abri pendant toutes ces centaines d'années. Ce qui n'est pas le cas partout, bien entendu. Voilà. Mais donc, même s'il existait ces traces, disons, de collecte un peu plus anciennes, la collecte et le stockage systématique d'informations sur la population à travers ces outils reste un phénomène quand même très nouveau et qui de plus n'est pas encore mis en pratique avec la même rigueur. Alors, par exemple, les premiers recensements en Europe datent du 19e siècle. Et donc, ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on commence à vraiment connaître avec précision la population européenne. Avant, il y avait quand même beaucoup de spéculation. Dans les pays en développement, c'est un peu plus tardif, à part pour quelques anciennes colonies anglaises où les recensements étaient adoptés plus tôt. Par exemple, dans les pays d'Amérique du Sud, c'est vraiment vers le début du siècle et les années 20 que le recensement a été endossé, disons, par les pays de façon systématique. Mais pour le reste du monde, les pays en voie de développement, c'est principalement à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, surtout sous la pression des organisations internationales, que la plupart des pays en développement vont avoir leur premier recensement. En fait, c'était fortement lié aux soucis de l'époque, où on s'inquiétait d'une surpopulation mondiale, et donc les organisations internationales ont poussé de plus en plus à ce que tous les pays endossent un recensement pour qu'on connaisse les caractéristiques de chaque population. Voilà. Dans certains pays africains, les premiers recensements ont eu lieu plutôt aux alentours des années 70-80. Voilà, donc en vrai, étant donné que le recensement est assez jeune et qu'il ne fait pas longtemps qu'il est universalisé sur l'ensemble de la planète, eh bien, ce n'est que depuis récemment que l'on puisse vraiment connaître avec autant de précision la population mondiale totale, sans se fier à des estimations qui peuvent avoir des grosses marges d'erreur. Car finalement, la population totale d'une zone géographique ne peut pas être connue sans un recensement complet de la petite zone. Et donc, ce fameux recensement, c'est quoi? Vous avez la définition ici des Nations Unies qui vous dit que c'est l'ensemble des opérations qui consistent à recueillir, à grouper, à évaluer, à analyser, à publier et à diffuser des données démographiques, économiques et sociales se rapportant à un moment donné à tous les habitants d'un pays ou d'une partie bien déterminée d'un pays. Okay.
Donc, comme vous voyez, cette définition regroupe non seulement la collecte, mais aussi la diffusion, l'analyse des résultats, pour souligner qu'en fait, le processus ne se limite pas à collecter des données. Il faut bien aussi en faire un usage pertinent, surtout en prenant conscience du coût énorme que représente le recensement. Alors, vous avez cette définition que je vous ai proposée, mais en fait, vous pouvez aussi voir le recensement comme une photographie instantanée et exhaustive d'une population, de sa distribution géographique, de sa structure et de ses caractéristiques. Donc, on prend la population à un moment donné et c'est vraiment comme prendre une photographie. Et donc, lorsqu'on dit recensement, on pense quand même d'abord et avant tout, même si, selon la définition de l'ONU, ça regroupe tout un tas de procédures et d'opérations, mais quand on parle de recensement, on pense d'abord et avant tout à la procédure même de collecte, où on administre un questionnaire à une population dans son entièreté. Donc, le questionnaire peut être papier, électronique, auto-administré ou administré par un enquêteur. Ça va dépendre des contextes. Donc voilà. Donc même si on tend de plus en plus à essayer de favoriser des questionnaires auto-administrés et électroniques, hein, en sentant que ça nous fait gagner beaucoup d'argent, de ne pas avoir à engager par exemple tout un tas d'enquêteurs, de ne pas avoir à gérer, si c'est un questionnaire électronique, le format papier, d'impression, de transport, etc. Mais ce n'est pas toujours évident à faire. Alors, vous avez 4 principes essentiels qui guident les opérations de recensement. C'est celle que je vous présente ici, dans la diapositive. Alors, on parle d'abord du principe d'exhaustivité. Là, ça veut simplement dire que le recensement doit couvrir l'ensemble de la population sur laquelle il porte. C'est quelque chose qui n'est pas impossible à faire dans la perfection. On va toujours rater quelques individus par-ci, par-là. L'importance de ce nombre dépend des contextes aussi. Mais en tout cas, on veut à tout prix essayer de se rapprocher de ce 100% dans un monde idéal. On parle aussi du dénombrement individuel. Par là, on veut simplement dire que le questionnaire doit dénombrer chaque individu. On ne veut pas, par exemple, des questionnaires ménage où on demande au chef du ménage combien de personnes vivent ici. Il faut vraiment, si par exemple c'est un questionnaire ménage, lui demander de lister toute personne qui vit au sein du ménage et ses propres caractéristiques individuelles. Donc, chaque personne au sein de la population doit être comptée par ce recensement et non pas en tant que groupe, mais comme individu unique. On parle de simultanéité aussi. Là, c'est plutôt cette notion où le recensement doit être mené dans un temps très très court pour éviter des erreurs liées par exemple au déplacement des individus ou autres. Par exemple, ça ne ferait pas de sens de faire un recensement qui s'étale sur un an, donc d'enquêter la première personne en 2019, puis d'enquêter la dernière personne de la population en 2020. On n'observe plus la même chose, il y a des migrations qui se passent, il va y avoir des gens qui décèdent, des nouvelles naissances, etc. Donc, on perd vraiment cet aspect de photographie du recensement. Voilà. Donc, dans l'idéal, on aimerait un recensement instantané, mais ça ne ferait aucun sens. Hein. Ça nécessiterait autant d'enquêteurs qu'il y a d'habitants sur le territoire et que tous remplissent le questionnaire exactement au même moment. Clairement, ce serait impossible. C'est pour ça que finalement, on veut juste qu'il se fasse dans l'intervalle de temps le plus court possible. Les recommandations de l'ONU tournent autour de 2 semaines. Si je me trompe. Voilà. Et enfin, vous avez la notion de périodicité, c'est qui est quand même mise en avant assez souvent par l'ONU, c'est-à-dire que le recensement doit être répété à des intervalles réguliers. Hein. Avoir un seul recensement d'une population, disons en 1950, n'est pas très utile. On a besoin d'en faire plusieurs pour connaître ou apprécier l'évolution de la population. Ce n'est pas non plus utile d'avoir un recensement tous les 30 ans. Il y a trop de choses qui peuvent se passer durant ces 30 années. Donc, il faut quand même une régularité avec un temps le plus court possible. Mais bien sûr, ça doit être jonglé avec les coûts opérationnels et monétaires du recensement. On ne peut pas faire un recensement à chaque année, ce serait bien trop de travail. Et on n'aurait même pas le temps d'avoir analysé les données du premier recensement que l'on serait déjà rendu à en collecter un. C'est pour ça qu'en général, l'ONU recommande 10 ans.
donc de faire un recensement au minimum à chaque 10 années. Voilà. Donc on dit que ces 4 principes directeurs sont vraiment essentiels pour assurer la qualité d'un recensement, surtout les 3 premiers. Mais en pratique, ce n'est pas toujours très bien respecté, comme on va voir un petit peu dans quelques instants. Voilà. Donc, au-delà de compter la population entière, le recensement va aussi collecter certaines informations sur les individus et les ménages à travers le questionnaire qui va être administré. Bon, la nature et la richesse de ces informations collectives va énormément varier selon les pays et les périodes. Mais au minimum, on veut connaître l'âge, le sexe et le statut matrimonial de la population. On retrouve aussi très généralement des questions sur le niveau d'instruction ou d'alphabétisation, là où c'est pertinent, des questions sur l'occupation et l'emploi des individus, leur nationalité ou leur lieu de naissance. Voilà. Ça, généralement, c'est l'information minimum que vous allez retrouver dans à peu près tous les recensements. Après, le reste dépend vraiment. Il peut y avoir des questions sur l'appartenance ethnique et la religion dans certains pays, mais d'autres, comme la France par exemple, ces questions ils sont tabous et complètement proscrites par la loi. On peut avoir des questions sur le transport, comme on a ici au Canada, connaître un petit peu les moyens de transport qu'utilisent les individus chaque jour pour essayer justement de mieux gérer le transport en commun, les routes, etc. à travers cette information. Dans les pays occidentaux, dans les pays du Nord, on ne pose pas de questions sur la mortalité et la fécondité parce que l'état civil, comme on va voir dans un instant, arrive à répondre sans problème à ces besoins. Alors que dans des pays où les systèmes d'état civil sont déficients, comme c'est le cas dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, on va poser des questions à ce sujet pour avoir des estimations périodiques de la mortalité et de la fécondité. On va par exemple demander au sein d'un ménage le nombre de naissances ou de décès que l'on a observé au cours des 12 derniers mois ou même des 5 dernières années. Puis à partir de cela, on est capable de calculer des taux, comme je vous ai montré plus tôt. Voilà. Alors, par contre, généralement, ça c'est autant dans les pays du Nord que les pays du Sud, on pose des questions liées à la migration interne et internationale. Exemple, on peut demander dans le recensement où est-ce que vous viviez il y a 5 ans et il y a 1 an. On peut demander aussi des questions sur le lieu de naissance et la date d'arrivée au pays. Et puis ça nous permet d'avoir une image assez grossière de l'intensité de la migration interne et internationale. Parce que c'est une information qui généralement est assez difficile à obtenir. Mais ça nous permet donc surtout de connaître en fait le stock d'immigrants, c'est-à-dire les personnes nées à l'étranger au moment du recensement dans un pays donné. Et ça, c'est une information en fait que l'on ne peut avoir qu'à travers le recensement. Alors voilà, au-delà de l'intérêt plus démographique du recensement qu'on vient de voir là, dans la diapo précédente, et c'est ce qui nous intéresse le plus, nous, en tant que démographes, mais ça reste aussi, comme je disais, un outil administratif et de gestion du territoire qui est essentiel. Donc il a tout un autre tas d'utilité, et c'est ce qui explique, entre autres, sa quasi-universalité dans le monde. Donc, il nous permet par exemple d'avoir une connaissance de la population exacte au niveau les plus fins géographiques, donc de la province, du quartier et même du ménage finalement. On sait qui réside à chaque adresse. Et à partir de ça, en fait, le recensement devient très utile pour nous fournir des bases de sondage, ce qu'on appelle des bases de sondage, qui nous permettent par exemple ensuite d'aller tirer des échantillons représentatifs de la population pour faire des grandes enquêtes nationales qui vont aller chercher de l'information additionnelle. Parce que les questionnaires du recensement doivent être gardés quand même très courts, étant donné qu'on administre des fois des millions et des centaines de millions, voire des milliards de personnes comme en Chine ou en Inde. Donc on ne peut pas avoir un questionnaire trop long, ce serait beaucoup trop en demander à la population. Donc, généralement, on donne un questionnaire court à travers le recensement. On utilise le recensement comme base de sondage pour tirer des échantillons et ensuite mener des enquêtes qui nous permettent d'approfondir notre connaissance sur la population grâce aux statistiques référentielles. Voilà. Donc,
Donc, c'est ça. Donc, en fait, de façon générale, c'est vraiment l'exhaustivité du recensement qui est à la base de tous ces avantages. C'est le fait qu'on est capable de toucher à l'ensemble de la population qui en fait un outil unique, difficile à remplacer et qui est aussi très polyvalent dans ses avantages. Il devient donc primordial, par exemple, pour délimiter les circonscriptions électorales qui sont mises à jour à l'aide des résultats du recensement. Ça, c'est impossible à faire sans une connaissance précise de la population et de sa distribution géographique. Par exemple, ici au Canada, j'imagine que ça doit être potentiellement similaire au Mali, je ne sais pas, mais il y a un redécoupage des circonscriptions qui est fait après chaque recensement décennal. Au Canada, on a un recensement tous les 5 ans, mais après le recensement de chaque 10 ans, on redécoupe les circonscriptions électorales et on les redéfinit. Voilà. Et enfin, donc, c'est aussi un outil utile, même essentiel pour l'allocation géographique des ressources et des infrastructures. Donc, c'est dans le même ordre d'idée. On a besoin d'une connaissance parfaite ou quasi parfaite de la population et de sa distribution pour mieux allouer de façon équitable les ressources. Et donc, malgré ces nombreux intérêts, ces limites sont aussi tout aussi nombreuses à ce recensement. La première limite, et vous allez toujours entendre, c'est le coût. Le budget est énorme. Il peut varier selon de nombreux facteurs. Par exemple, le nombre d'enquêteurs, comment on assure le transport de ces enquêteurs, le matériel. Si c'est une enquête papier, il faut imprimer les questionnaires, il faut les distribuer, il faut les transporter, il faut ensuite les numériser, il faut les retranscrire, les analyser. Logistiquement, c'est tout un travail. Si c'est une enquête électronique, eh bien, il faut les tablettes, il faut les coûts de réparation, les coûts d'achat, les coûts de remplacement, les coûts de formation des enquêteurs, etc. Donc, des fois, ça devient même difficile de justifier le coût du recensement auprès de populations défavorisées, par exemple, parce qu'il n'est pas toujours évident d'en faire valoir l'utilité et l'importance à cette population. Surtout auprès d'une population qui n'a pas de niveau d'instruction élevé, il est très difficile de venir contrebalancer ces coûts fiscaux énormes à un intérêt qui pour beaucoup n'est pas perceptible. Je suis persuadé que même pour certains d'entre vous, vous ne connaissez pas l'entièreté des utilités du recensement, possiblement jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, en tout cas, je me rappelle, c'était le cas. Alors, on parle aussi beaucoup d'atteinte à la vie privée. Mais en soi, ça, c'est une fausse critique, il faudrait dire, parce qu'il n'y a pas plus atteinte à la vie privée qu'avec d'autres types de données. Et encore moins aujourd'hui, avec toutes ces données qui sont collectées à notre insu ou que l'on accepte volontairement de donner, par exemple, à travers l'utilisation de nos smartphones. Mais cela dit, le caractère massif et très visible du recensement a fait que dans plusieurs pays, des groupes se sont soulevés contre l'outil parce qu'il faut le dire, il est obligatoire. Et donc, il devient difficile de convaincre la population de son caractère confidentiel, disons, surtout aujourd'hui que toutes ces questions de confidentialité de données sont à la une de plusieurs débats sociaux en fait, et enjeux sociaux. Mais alors qu'il faut le noter, normalement, les efforts fournis par les instituts statistiques pour garantir cette confidentialité sont souvent énormes. Mais ça, ce n'est malheureusement pas très visible. Et donc, il peut arriver que certains groupes de la population s'opposent à cette opération. Et d'ailleurs, ce refus de plus en plus grand s'observe à travers les périodes pré-censitaires, donc les périodes juste avant le recensement, où vous allez voir, souvent les gouvernements mettent en place des campagnes de sensibilisation auprès de la population qui sont très très poussées. Parce que la participation de tous est nécessaire pour que la qualité d'un recensement soit assurée. L'exhaustivité lui est centrale, en fait. On l'a vu il y a quelques instants. Sans exhaustivité, si on n'arrive pas à observer tout le monde, le recensement perd tout son intérêt. Voilà. Et alors, on va parler d'une universalité du recensement.
alors, je vois sur le chat qu'il y a une personne qui dit ne rien entendre. Ça, malheureusement, c'est un peu difficile pour moi de vous l'expliquer. Normalement, vous devez jouer dans vos options. Si vous voyez, à côté du micro, il y a une petite flèche, une partie qui dit mute. Vous voyez un petit micro. Il y a une petite flèche à droite. Si vous cliquez dessus, vous devez choisir par où votre son doit sortir. Je ne peux pas vous donner une meilleure explication que ça parce que ça varie d'un ordinateur à l'autre. J'espère que ça va vous aider. Voilà, donc je disais que le recensement était quasi universel ou universel, mais il existe des très importants décalages entre les pays du Sud et les pays du Nord. Donc en Nord, je vous disais il y a un instant, on a une remise en question du recensement. On cherche en fait de plus en plus à trouver des outils alternatifs au dénombrement parce que ce recensement coûte trop cher et pour toutes les autres limites dont je vous ai parlé. Donc on commence à avoir des nouvelles formes de recensement. Ici au Canada, par exemple, on a le recensement à 2 questionnaires. Donc on administre à toute la population un questionnaire très court, et puis à 25% de la population, un échantillon représentatif de celle-ci, on administre ce qu'on appelle le questionnaire long, qui lui va aller chercher tout un tas d'informations additionnelles et plus détaillées sur la population. Donc ça permet de réduire les coûts du recensement, mais celle-ci reste quand même assez haut. Dans d'autres pays, on essaie par exemple de faire un jumelage de différentes bases de données qui existent déjà et qui permettent d'atteindre cette exhaustivité et ce dénombrement de la population totale. Mais ça, c'est assez rare. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent avoir ce modèle-là. En France, on a le recensement tournant, où en fait, on ne dénombre pas toute la population au même moment, mais on observe une partie de la population à chaque année ou à chaque 5 ans, et qui a une rotation en fait finalement. Et comme ça, on diminue la charge du recensement, on a une observation continue de la population, mais en même temps, certains critiquent cette méthode parce que finalement, ce n'est plus vraiment un recensement. On ne respecte plus les 4 principes directeurs du recensement. Voilà. Puis au pays du Sud, c'est toute une autre situation. Le recensement, en fait, est encore plus essentiel qu'au Nord, on pourrait dire, parce que les autres systèmes statistiques sont déficients. Donc, c'est vraiment l'unique source pour avoir tout un tas d'informations essentielles à la gestion du pays. C'est pourquoi les organisations internationales, notamment l'ONU, ont développé autant de recommandations et de programmes d'aide au développement d'un recensement dans les pays du Sud. C'est des programmes qui visent notamment à absolument faire respecter les 4 principes directeurs dont on a parlé précédemment, mais aussi pour assurer une uniformité des questionnaires d'un pays à l'autre pour permettre les comparaisons internationales, par exemple. Je ne sais pas pourquoi il y a un jeu rouge qui est apparu sur mon écran. Bon. Voilà. Ces recommandations de l'ONU sont en partie liées au fait que la qualité des données laisse encore à désirer dans certains pays du Sud. On peut avoir encore un nombre d'omissions assez élevé, donc on peut des fois ne pas observer 5 à 10% de la population. Là, on est loin de l'exhaustivité quand même. Les besoins en personnel sont encore plus élevés dans les pays du Sud, étant donné qu'il y a une partie de la population qui, dans certains endroits au contexte, n'est pas scolarisée. Donc, si l'on ne peut pas lire un questionnaire, il faut absolument avoir un enquêteur auprès de vous qui vous traduit les questionnaires. Si, par exemple, il y a plusieurs langues différentes qui sont d'usage dans le pays, il peut y avoir des difficultés sur le terrain, des contextes parfois difficiles, contexte sociopolitique par exemple, comme au Mali. Et puis il y a une dépendance assez importante vis-à-vis des bailleurs de fonds pour assurer les coûts du recensement, car tous les pays n'arrivent pas à le faire par eux. Alors, je vais prendre un petit instant. Ah, ok. C'est bon, merci Daouda. Voilà, donc
Un petit exemple qui vous illustre cette inégalité dans les recensements à travers le monde, hein, vous allez bien voir que par exemple cette notion de périodicité, c'est-à-dire qu'il faut mener des recensements à intervalles réguliers, n'est vraiment pas de vigueur partout dans le monde. Par exemple, au Togo, vous n'avez pas eu de recensement entre 1981 et 2010. 30 ans d'écart entre les deux recensements. Au Madagascar, entre 1993 et 2018. Au Myanmar, entre 1983 et 2014. En Libye, vous avez eu un seul recensement, c'était en 2006. En Irak, c'était en 1997. En Ouzbékistan, c'était 1989. En Somalie, c'était 1987. L'Érythrée n'a jamais été recensée. Le Liban, bon, il y a eu un recensement en 1932, mais ensuite, pour des raisons politiques et religieuses, on ne peut plus faire le recensement dans le pays. Ça, c'est des questions de périodicité. Vous avez d'autres cas, c'est plutôt la qualité des données qui laisse à désirer. Au Nigeria, par exemple, vous aviez une différence de 30 millions d'individus entre le recensement de 1963 et de 1991. Puis là, c'est en lien avec ce que je l'ai dit au début, de faire attention en fait à qui collecte ces sources, parce qu'il y a toujours une volonté ou un biais politique derrière. Puis au Nigeria, par exemple, on a essayé de faire valoir un groupe ethnique plus que l'autre, ce qui a mené à une sous-estimation de la population, et qui a mené finalement à un recensement bidon. On a déboursé des millions et des millions d'euros pour rien, finalement. Vous avez aussi une histoire familière au Brésil. Il y avait un grand débat sur la façon de formuler la question sur la couleur de peau pour des questions d'égalité de richesse entre la population noire, blanche ou métisse. Donc ça peut être un outil assez dangereux et c'est aussi une des choses qui fait que certains groupes deviennent de plus en plus réticents à son utilisation. Alors, juste à titre d'exemple, hein, le Mali suit relativement bien les recommandations de l'ONU pour la mise en place du recensement, et notamment la périodicité est très bien respectée. On a un recensement tous les 11 ans depuis 1967. On respecte bien aussi la notion de simultanéité. Vous voyez que le recensement se déroule dans un laps de temps assez court. Bon, en 1987, c'était un mois, donc ça reste un petit peu lent, mais autrement, on est dans les 2 semaines recommandées par l'ONU. Aussi, chose que je n'ai pas mentionnée plus tôt, mais il est toujours préférable de toujours donner le recensement à la même période pour être sûr d'observer la même population. Hein. Par exemple, si au Mali, une année, vous faites un recensement durant la saison de l'hivernage, la saison des pluies, et si l'année prochaine, vous faites ce recensement durant la saison sèche, eh bien, vous vous doutez bien que la population ne sera pas distribuée de la même façon. La population urbaine a tendance à gonfler durant la saison sèche, et puis, durant l'hivernage, eh bien, la population retourne en zone rurale pour cultiver les champs. Donc, quand est-ce qu'on choisit du recensement, c'est important. C'est pour ça que le Mali l'a mené 3 années de suite, ou 3 fois de suite, disons, entre 1987 et 2009, en avril. Bon, là, celui de 2020 a été repoussé à novembre, malheureusement. Mais bon, l'effort est là. La question concernant l'enregistrement de la vidéo, c'est automatique en fait. Donc les vidéos vous seront distribuées, je présume, plus tard. Je ne sais pas exactement comment ça va être organisé, mais le cours est automatiquement enregistré. Ok. Donc voilà, on a fini avec le recensement qui était un petit peu l'élément principal de ce cours sur lequel on passait un peu plus de temps. C'est, je vous dirais, pour finir, l'outil principal du démographe, en tout cas pour connaître la structure d'une population. Maintenant, on a aussi l'état civil, qui probablement se place en 2e position ou ex aequo avec le recensement, et qui est quand même très utile aussi pour le démographe. Néanmoins, sa qualité moindre dans certains pays fait que l'on ne peut pas s'y fier totalement. Donc, le système d'état civil, en fait, fournit des documents juridiques dont les individus ont absolument besoin pour garantir leur identité, leur nationalité et leurs droits civils. C'est ce qui vous permet finalement l'accès aux services sociaux, comme à l'éducation. Et donc, étant donné que l'on donne ces actes juridiques aux individus, on peut en même moment enregistrer les faits d'état civil, donc les naissances, les adoptions, les décès,
les mariages, les divorces, etc. Donc ça reste un outil caractère juridique avant tout, mais qui est quand même la source idéale pour connaître les mouvements naturels de population. Par mouvement naturel de population, on parle rappelez-vous, je parle encore une fois de la définition démographique de mouvement, et quand on dit mouvement naturel, on parle de naissance et décès. Les mouvements non naturels, c'est ceux de la migration, qui ne sont bien entendu pas enregistrés ici dans l'état civil. Et donc, cet état civil, en fait, permet de connaître le nombre d'événements annuels essentiels au calcul de taux et de quotient. Alors ça, c'est ce dont on discutait au début du cours. Donc, par exemple, je reviens ici à la formule du tout début. L'état civil nous permettrait de connaître les événements ici au numérateur. Le recensement nous donne une idée de la population à risque au dénominateur. Alors, bon, cet état civil peut contenir une information plus ou moins riche sur les circonstances qui entourent l'événement et ses caractéristiques. Donc, si l'état civil est riche, eh bien, il nous permettra des analyses explicatives beaucoup plus poussées. Par exemple, pour le décès, bon, on va généralement connaître l'âge du décès et les causes de décès aussi, mais il peut y avoir tout un tas d'autres informations dépendamment du système d'état civil en question. En ce qui concerne les naissances, il peut arriver que l'on ait le poids à la naissance, l'âge et le statut socio-économique de la mère, son éducation par exemple, son niveau d'éducation pardon, ou son occupation. On peut connaître le lieu de l'accouchement, l'ordre de la naissance, etc. Comme je disais, dépendamment de la richesse de cette information, les analyses que l'on peut en tirer peuvent être plus ou moins poussées. En ce qui concerne les unions, on peut avoir le type d'union, l'ordre de l'union, puis les informations sur le ou la partenaire, par exemple. Voilà. Donc, quels sont les avantages de cet état civil? Vous en avez déjà un aperçu, mais donc, premièrement, lorsqu'il est de bonne qualité, c'est vraiment le meilleur outil pour connaître, comme je disais tout à l'heure, les mouvements naturels de la population. Ça c'est indéniable. Et l'état civil nous permet aussi d'avoir un enregistrement continu de ces mouvements de population. Donc c'est à tout moment durant l'année ou le temps, on est capable de connaître le nombre d'événements que l'on a accumulés à partir d'un temps T, par exemple. Alors, comme je disais, lorsqu'il est disponible, les caractéristiques détaillées de ces événements sont un avantage énorme. Et c'est aussi la meilleure source, en fait, pour étudier les causes de la mortalité. Excusez, est-ce que l'étudiant Ousmane Sidibé peut éteindre son micro? S'il vous plaît, l'étudiant Ousmane Sidibé. Voilà, merci. Je l'ai coupé moi-même, c'est bon. Merci, merci. Merci ça marche. Alors, alors, un instant, je vais où est-ce qu'on en était? Mon ordinateur qui a des problèmes. Voilà. Donc c'est ça. Donc je disais que voilà, c'était la meilleure source pour utiliser les causes de mortalité. Par contre, alors un de ces défauts, mais on n'y peut rien, c'est que l'état civil ne nous permet pas de connaître l'information sur l'immigration. Donc il va toujours falloir avoir cette information d'ailleurs pour pouvoir connaître parfaitement les mouvements de population. Aussi, les événements ne sont pas nécessairement appareillés par individu. Vous allez avoir un acte de naissance et un acte de décès pour le même individu, mais on ne pourra pas nécessairement faire le lien entre ces deux actes pour savoir qu'il s'agisse vraiment du même individu.
Ce n'est pas longitudinal, il s'agit vraiment plus d'un outil de décompte des événements qu'un outil de l'étude du parcours de vie des individus. Puis finalement, tous les types d'union ne sont pas comptabilisés. Okay. Alors, il y a une question que j'ai reçue dans le chat en privé, on va y revenir dans un instant. Pour finir la section ici, voilà. On n'est pas capable de capturer tous les types d'unions à travers l'état civil, puis ça c'est vrai autant en Occident que dans les pays du Sud. En Occident, par exemple, les unions libres ne s'affichent généralement pas dans l'état civil, alors qu'on sait que ce type d'union commence à être de plus en plus majoritaire au sein des populations occidentales. Alors que dans les pays du Sud, ce sont les mariages traditionnels qui ne sont pas toujours comptabilisés, alors qu'ils peuvent aussi constituer dans bien des contextes la majorité des mariages qui ont lieu. Donc, cela fait que l'utilisation de l'état civil pour l'étude de la nuptialité peut être lacunaire dépendamment du pays dans lequel vous vous trouvez. Voilà. Alors, il y a un étudiant qui m'a posé la question pour donner un retour sur cette notion de questionnaire lent et court du recensement. En fait, alors comme j'expliquais, il y a certains pays, surtout occidentaux, qui trouvaient ou qui s'accordaient à dire que le recensement avait des coûts bien trop élevés. Donc, une des stratégies qui a été adoptée dans certains pays pour réduire le coût du recensement, c'est plutôt que de distribuer un questionnaire lent à l'ensemble de la population. C'est un questionnaire lent, ça veut dire un questionnaire très détaillé qui contient un nombre très élevé de questions sur les caractéristiques socio-démographiques, économiques, peu importe de la population, même culturelle de la population. Et bien à la place, on va distribuer deux questionnaires. L'entièreté de la population va recevoir, ou plutôt on va dire 75% de la population va recevoir un questionnaire court, où on va uniquement poser des questions, par exemple, sur le sexe, l'âge, le niveau d'éducation, le statut matrimonial et le lieu de naissance. D'accord ? Et puis, ça, c'est vraiment des informations minimales, c'est le strict minimum que l'on doit avoir dans un recensement. Ensuite, 25% de la population va avoir un questionnaire où vous avez ces mêmes questions aussi, mais en plus de cela, on va demander des questions beaucoup plus détaillées, des questions sur la religion, des questions sur le transport, sur les activités économiques, des questions peut-être beaucoup plus socioculturelles. On va vraiment beaucoup plus détailler l'information que l'on cherche à collecter sur la population. Mais étant donné que ce 25% est représentatif de l'ensemble de la population, eh bien, on peut inférer les résultats et affirmer quand même que ce que l'on observe dans ces questionnaires-là, ça s'applique à l'ensemble de la population. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Voilà, donc état civil, intéressant lorsque bien collecté, néanmoins à quelques limites qui font que l'outil n'est pas parfait. Alors, intéressant lorsqu'il est bien collecté, et c'est justement ça tout le problème d'état civil. Dans les pays du Nord, généralement, les systèmes d'état civil sont de très très bonne qualité. Ça, c'est principalement parce que les procédures d'enregistrement sont remises aux mains des autorités qui gèrent les différents événements démographiques. Donc, par exemple, les hôpitaux vont se charger d'enregistrer les décès et leurs causes. C'est le médecin qui doit vraiment remplir un certificat, disons, de décès qui sera remis au bureau d'état civil. Les hôpitaux, les sages-femmes vont se charger d'enregistrer les naissances, par exemple. Puis, etc. Les bureaux d'autopsie aussi vont se charger d'informer sur les causes du décès, etc., etc., etc. Donc, dans les pays du Nord, généralement, il n'y a pas de question. Les systèmes d'état civil sont fiables. Dans les pays du Sud, par contre, ça l'est beaucoup moins. Et la couverture est même souvent très incomplète. On a un sous-enregistrement des événements, possiblement lié à un manque de motivation et d'incitatif en fait, auprès de la population.
les coûts et les besoins en personnel sont assez élevés, ce qui fait que l'on ne tient pas avec autant de rigueur les bureaux d'état civil. Il y a des délais d'enregistrement qui posent des problèmes, on va voir ça dans un instant. Et puis il y a un peu aussi une ambiguïté quant à la responsabilité de déclaration. On ne sait pas exactement, tantôt c'est le médecin, tantôt c'est la famille, tantôt c'est le chef de ménage, ce qui fait que l'on ne sait pas exactement qui doit se charger de faire la déclaration. En Afrique, vous avez seulement 4 pays qui ont réussi à se doter d'un système d'enregistrement des faits d'état civil qui est obligatoire, universel et qui répond aux normes internationales, notamment par rapport à un degré satisfaisant de couverture et de complétude de l'enregistrement des faits d'état civil et des informations sur la cause de décès. Et ces 4 pays sont l'Égypte, l'île Maurice, les Seychelles et l'Afrique du Sud. Donc les facteurs sont ceux que je viens d'expliquer, mais ils sont assez nombreux. Alors, ici, ce graphique reprend en fait juste un instant, je vais vérifier quelque chose. Okay. Est-ce que vous voyez une ligne rouge qui s'affiche ici dans les... je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si ça vient de mon écran, ou si vraiment il y a une... Daouda, est-ce que vous voyez une ligne rouge qui s'affiche sur l'écran ou ça va sur les diapositives? Voilà. Donc, ce graphique ici reprend la prévalence d'enregistrement des naissances et nous montre comment il y a des écarts assez importants entre les régions du monde. Okay. Donc, dans les pays d'Europe centrale et occidentale, par exemple, c'est la barre ici qui est à 98%. Presque l'entièreté des naissances sont correctement enregistrées à l'état civil. Pour l'Amérique latine, on est à 92%. Mais dans les pays en développement, enfin, ce qu'ils appellent ici un nom peut-être un petit peu péjoratif, mais les pays les moins avancés, on est à 38% seulement. Donc si vous regardez ici le découpage par différentes régions, en Asie du Sud, on est à 39%, en Afrique de l'Est et australe à 38%, en Afrique subsaharienne en général à 44%. Donc, ça c'est énorme. Hein. Cela veut dire que en Asie du Sud, par exemple, seuls 39% des enfants nés sont correctement enregistrés auprès des autorités. Est-ce que vous réactivez le micro pour une raison? Bonjour. Parce que je le coupe et à chaque fois il est réactivé. Voilà. Alors, dans la prochaine slide ici, vous allez voir sensiblement la même chose, mais sous format de carte. Et donc, de nouveau, on voit bien que l'Asie du Sud, hormis la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines, sont dans des situations assez défavorables quant à l'enregistrement des naissances. Les couleurs vertes déterminent en référence à un enregistrement supérieur à 90. C'est donc quasiment l'entièreté de l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Australie et l'Europe, la Russie aussi, puis une partie l'entièreté même du Moyen-Orient finalement. Et puis, comme on a vu tout à l'heure, en Afrique subsaharienne, mais surtout en Afrique de l'Est et australe, et puis en Asie du Sud, principalement l'Inde, le Bangladesh, etc., l'enregistrement, il y a un très fort sous-enregistrement des naissances. Voilà. Et ça, c'est en partie lié, c'est ce que vous montre ce graphique, ça vous montre les différentes modalités quant au caractère obligatoire de l'état civil. Donc, on voit que dans certains pays, en fait, vous n'êtes pas obligé, soit vous n'êtes pas obligé d'enregistrer les naissances, mais ça, c'est quelques exceptions, ou sinon, vous avez un délai, par exemple, de 6 mois avant d'être obligé, disons, vous êtes obligé de déclarer une naissance dans les 6 mois suivant celle-ci. C'est le cas, par exemple, de la Mauritanie, c'est le cas de la Guinée, Bissau, bref, vous pouvez un petit peu analyser cette carte plus tard si ça vous intéresse, mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que le risque de mortalité des enfants est le plus élevé dans les 6 mois qui suivent la naissance. Donc, si vous n'êtes pas obligé, si vous avez un délai de 6 mois avant d'être obligé d'enregistrer une naissance, il y a de fortes probabilités que cet enfant décède avant que vous ne l'ayez déclaré à l'état civil, ce qui, ultimement, fera que vous n'allez jamais
déclaré ni sa naissance ni son décès à l'état civil, ce qui crée ce problème de sous-enregistrement et qui peut poser assez fortement problème, surtout auprès des populations rurales où l'accès à des bureaux d'état civil est parfois difficile. Donc, on ne peut pas, au moment même de la naissance, aller traverser je ne sais combien de kilomètres à pied pour simplement aller signer un document. D'accord. Ce n'est pas toujours très réaliste. Voilà. Donc, c'était ça pour l'état civil. Est-ce qu'il y aurait des questions? S'il n'y a pas de questions, on va prendre une petite pause de 5 minutes. Là, ça fait 1 heure du coup, qu'on va donner. Et puis, on va reprendre juste après donc, avec les registres de population.
Ok, alors, on va reprendre. Alors, on va passer moins de temps sur les registres de population, car comme je vous expliquais tout à l'heure, même si c'est un outil particulièrement riche, les registres de population sont bien tenus et complets, sont très rares. En fait. Elles ne concernent que quelques pays européens. Euh, si, si ces registres de population vous intéressent, l'article de Tabutin que je vous ai distribué comme lecture en parle amplement, euh, notamment parce que Dominique Tabutin est un auteur belge et qu'en Belgique, excusez-moi, ils ont un des systèmes, ils ont un des registres de population les plus développés en Europe. Donc, vous avez toute une gamme d'informations là-bas. Donc, un registre de population est un système permanent et continu d'informations démographiques et sociales sur chaque individu et ménage qui réside sur un territoire donné. Si le recensement est une photographie d'une population à un moment donné, eh bien, vous voyez le registre de population comme un film, comme une vidéo, en fait. C'est vraiment le fait d'observer l'ensemble des individus au sein d'un territoire donné, à partir de leur naissance ou de leur immigration, donc à partir de leur entrée sur le territoire, jusqu'à leur mort ou leur émigration, donc leur sortie du territoire. Donc, on obtient à travers ça une information sur le parcours de vie entier, plus ou moins riche, encore une fois selon le pays, de l'individu. Donc, vous allez connaître bien entendu sa date de naissance ou d'immigration, son occupation, ses différents déménagements, donc sa mobilité géographique au sein du pays, sa fécondité, donc c'est le nombre de ses enfants, l'information sur son parcours nuptial, hein, ses mariages, ses migrations internes, etc., jusqu'à sa mort ou son émigration. Alors, c'est très peu de pays, en fait, tiennent, comme je disais, un registre de population complet. Hein, mais lorsqu'il est bien collecté, le recensement devient beaucoup moins utile. En tout cas, inutile pour le dénombrement, parce que le registre, finalement, est capable de répondre à cette information, mais mieux encore, étant donné que c'est d'une façon continue. Donc, on peut, à tout moment dans le temps, s'arrêter et observer la taille de la population. Et puis à ce moment-ci, le recensement, disons, peut devenir finalement un outil complémentaire qui vise uniquement à collecter un peu plus d'informations détaillées sur la population, mais de laisser le dénombrement dans le sens. Voilà. Donc, comme je disais, c'est vraiment la source de données idéale pour les démographes. Comme je disais, permet de connaître à tout moment l'effectif, la structure et les mouvements de population. Le registre de population nous permet d'étudier le parcours de vie. Hein. Contrairement, par exemple, à l'état civil, où je vous le disais, on ne tire pas nécessairement un lien entre la naissance d'un individu et l'acte de décès du même individu. Juste deux événements indépendants, alors qu'ici, quand on met le tout en relation. C'est aussi la meilleure source dans le monde entier pour l'observation des migrations internes, qui sont un des phénomènes les plus difficiles à observer en démographie. Et puis, un de ces avantages énormes, c'est qu'il n'y a pas de collecte qui est nécessaire. En fait, la déclaration est obligatoire pour les individus dès qu'il y a un changement d'état couvert par le registre de population. Autrement, les données de registre sont jumelées à celles de l'état civil pour les rendre continues et les associer au même individu. Voilà. Mais bon, à côté de ça, les questions de confidentialité deviennent encore plus importantes que pour le recensement. Donc, on a besoin de fortes lois pour protéger celles-ci. En fait, si l'entièreté des pays européens n'ont pas adopté les registres de population, ça tient en partie du fait que justement, on n'arrive pas à passer les lois suffisamment fortes pour protéger cette confidentialité. Et donc, ultimement, plusieurs pays n'ont jamais pu réussir à instaurer un registre de population. C'est le cas de la France notamment. Voilà. Mais donc, au-delà de la richesse du registre de population, étant donné que tout est remis à la déclaration des individus, il faut noter que certains changements
sont moins souvent déclarés, comme par exemple le changement de profession. Ce n'est pas tout le monde qui se rend au bureau du registre pour déclarer un changement de profession. L'éducation aussi, et les émigrations sont généralement sous-enregistrées. Quand on quitte le territoire, on a beaucoup moins d'incitatifs à se déclarer à la commune, alors que quand on arrive, on est un petit peu obligé de se déclarer si on a envie de, je ne sais pas, ouvrir un compte en banque ou un logement, etc. Maintenant, les enquêtes démographiques. Voilà. Jusqu'à présent, on a parlé des grandes sources de données exhaustives qui couvrent l'ensemble de la population et qui sont aussi généralement gérées par les administrations. Donc on a souligné leurs insuffisances au sud pour les estimations démographiques et le fait qu'elles ne regroupent pas toujours toute l'information dont on a besoin au nord lorsqu'on veut aller au-delà de la simple description. Et c'est là où les enquêtes démographiques viennent entrer en jeu. C'est un outil riche et très divers qui n'est pas propre à la démographie, vous vous en doutez. On fait des enquêtes dans à peu près toutes les sciences sociales et dans à peu près toutes les disciplines. Donc on cherche à partir d'une enquête démographique à venir estimer certaines caractéristiques de l'ensemble de la population à partir de l'observation d'une fraction de la population. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, on tire un échantillon représentatif de la population et on l'enquête pour pouvoir tirer des généralités sur l'ensemble de la population plus jeune. En démographie, les enquêtes nous servent à plusieurs choses. Elles nous permettent d'avoir des données entre les recensements. C'est ce qu'on appelle des enquêtes intercensitaires. C'est donc des enquêtes que l'on va mener. Si on mène un recensement tous les 10 ans, eh bien, après 5 ans, on peut mener une enquête intercensitaire qui cherche à un peu mettre à jour l'information du recensement pour voir où est-ce qu'on est rendu, si on ne veut pas attendre 10 ans avant d'actualiser l'information. Permet d'obtenir l'information qui est absente des recensements avec l'état civil. Par exemple, des détails sur la migration, par exemple, des détails sur la nuptialité, si l'état civil n'enregistre pas correctement les caractéristiques qui entourent les mariages ou les unions, etc. Les enquêtes permettent aussi à pallier les erreurs qui sont présentes dans les recensements et l'état civil, et donc d'aller les corriger. De réaliser des études plus poussées, ça c'est lié au fait que l'on peut aller chercher plus d'informations dans une enquête, étant donné que on enquête moins d'individus, la charge du questionnaire peut être plus élevée en fait. Puis elles nous permettent de cerner les comportements des individus, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup en démographie. Connaître les attitudes, les aspirations sur des sujets parfois controversés qu'on ne peut pas demander à l'ensemble de la population. Par exemple, l'étude de la contraception serait difficile à inclure dans un recensement, mais se fait très bien à travers les enquêtes, bien que le sujet soit toujours délicat dans certaines régions, dans certains contextes. Voilà. Donc, pour être représentatif, et donc pour que les résultats puissent être généralisables à l'entièreté de la population, il faut un échantillonnage rigoureux, absolument. Et comme je disais tout à l'heure, ça nécessite une connaissance préalable de la population et pour avoir une base de sondage, qui est en fait juste une liste exhaustive de la population, à partir de laquelle on peut aller aléatoirement en sélectionner une portion à enquêter par la suite. Donc, généralement, un recensement en parallèle à des enquêtes démographiques est nécessaire. Alors, vous allez avoir deux grands types d'enquêtes. Vous allez avoir les enquêtes transversales qui nous permettent d'observer un phénomène à un moment donné dans le temps. Ça va être donc une seule enquête qui va passer à un moment unique ou répété, mais en tout cas, qui ne vise qu'à connaître les caractéristiques de la population à un moment donné. Et à côté de ça, vous avez les enquêtes longitudinales qui, là, vont plutôt porter sur l'observation d'un phénomène sur une période prolongée. Okay. Par exemple, vous allez avoir des enquêtes rétrospectives longitudinales où on va aller interroger des individus sur ce qu'ils ont vécu au cours des dernières semaines, des dernières années ou au cours de la vie à une seule reprise. Ou vous avez des enquêtes prospectives où les individus vont être suivis à des intervalles réguliers pour enregistrer des changements survenus dans les visites. Donc, par exemple, on va aller voir un ménage tous les mois ou toutes les années pour aller collecter l'information sur ce qui se serait passé au sein du ménage pendant ce temps.
Donc les premières, les enquêtes transversales, sont vraiment, c'est un peu similaire en fait, c'est le parallèle à faire avec le recensement et le registre, mais dans le format enquête. Les enquêtes transversales sont une photographie du moment. Les enquêtes longitudinales retracent plutôt l'histoire et seraient une vidéo du parcours d'un individu, d'un ménage. Donc, je vous en parlais un peu au début. Vous allez avoir tout un tas d'enquêtes grande envergure qui vont être menées soit par des gouvernements, soit par des organisations internationales. Les EDS sont les plus connus, les enquêtes démographiques et de santé, qui permettent de répondre à beaucoup de lacunes des données démographiques dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Vous avez l'enquête REMUAO, qui est une enquête assez connue, qui a été faite dans les années 70. C'était la première enquête à correctement étudier en fait, les migrations à l'intérieur de l'Afrique et qui a permis de démentir beaucoup de présupposés que l'on avait à l'époque. Hein, à l'époque, on pensait que la plupart des migrations africaines étaient en direction de l'Europe. Puis ça s'est avéré complètement faux. En fait, la plus grande part des migrations se produit à l'intérieur de l'Afrique même. Et même, elles se produisent à l'intérieur des mêmes régions. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de migrations qui opèrent à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, hein, ça va être un système migratoire en soi, que vous n'allez avoir de migrations qui vont à l'extérieur de l'Afrique de l'Ouest ou qui vont vers l'Europe. Voilà. Puis ensuite, vous allez avoir des grandes enquêtes nationales. Là, je vous ai donné quelques exemples de grandes enquêtes faites ici au Canada par Statistique Canada, qui visent vraiment à avoir une connaissance approfondie sur des sujets très spécifiques ou sur des caractéristiques très spécifiques de la population ou sur des groupes assez spécifiques comme par exemple les immigrants ou les jeunes enfants. Vous avez de tels types d'enquêtes qui se font également au Mali. Si vous allez aux statistiques de l'Office national, je pense que c'est ça, l'Office national de la statistique malienne, vous allez avoir une liste d'enquêtes également qui sont gérées par l'organisation. Alors, au-delà des enquêtes, vous avez ce qu'on appelle des observatoires de population. Les observatoires de population sont en fait des zones géographiques où l'on mène une observation continue de la population entière qui vit au sein de cette zone. Ça doit être une zone géographique bien définie. Quand on dit zone géographique, on parle de zones assez petites. Ça va varier entre 10 à 30 villages. Ça peut être une ville aussi, mais ça, c'est beaucoup plus rare. Généralement, ces observatoires de population se situent en zone rurale et vont vraiment couvrir un secteur de 10 à 30. C'est assez similaire à un registre de population, sauf que ce sera tenu dans un espace plus petit et va contenir beaucoup plus d'informations que le registre de population. Excusez-moi juste un instant. Ok, excusez-moi, j'avais noté. Voilà, donc similaire au registre, mais sur une plus petite zone géographique, plus d'informations. Et ces observatoires naissent aussi, un petit peu comme certaines enquêtes, dans des contextes où les systèmes statistiques sont défaillants. Et donc, on se concentre sur une zone géographique plus petite pour collecter des informations un petit peu essentielles. Mais le caractère est généralement beaucoup plus scientifique qu'administratif dans les observatoires de population. Voilà. Donc, vous allez avoir un suivi biographique et individuel, c'est-à-dire que comme le registre, on va suivre les individus depuis leur naissance ou leur mort, depuis leur naissance ou leur immigration, jusqu'à leur décès ou leur immigration aussi. Donc, c'est des zones qui sont très attirantes pour des nouveaux projets de recherche parce que, déjà, on a cette observation exhaustive de la population en question. On a des bases de sondage qui sont déjà disponibles, donc on peut aller facilement tirer des échantillons pour faire des enquêtes, et on est capable de jumeler en fait
nos travaux à des enquêtes qui ont été faites préalablement au sein de l'Observatoire. C'est vraiment un foyer de recherche finalement où différents projets peuvent collaborer. Donc, le caractère scientifique ici est vraiment central. Ce qui fait que ces zones-là, ces observatoires, ont une richesse inégalable des données et de l'information collectée. Le seul problème, c'est que on sélectionne des zones de 10 à 30 villages au sein d'un pays, ce qui fait qu'on n'utilise pas d'échantillonnage, on n'a pas de représentativité, donc le caractère reste très local. On ne peut pas toujours généraliser l'information à l'ensemble du pays. La charge est aussi très élevée pour les populations. De nombreuses enquêtes sont sollicitées en fait pour de nombreuses enquêtes. Il y a des passages répétés pour actualiser l'information de l'observatoire. Et ça peut se faire sur de très longues périodes. Des fois, ça peut être 50, 60 ans. Des fois, ça peut être sur des périodes indéterminées. Et aussi, ces observatoires ne sont pas toujours gérés par les autorités locales. Ça va être parfois des instituts de recherche, des organisations internationales ou autres qui vont en avoir la gestion. Donc, l'intérêt de la recherche qui est mise en valeur n'est pas toujours celui qui concorde avec les intérêts de la population locale. Mais malgré tout ça, ça reste une source très utile pour observer les changements qui opèrent au sein d'une population. Donc, on ne veut pas mesurer des phénomènes, on ne veut pas estimer des caractéristiques pour l'ensemble de la population, on veut juste voir comment il peut y avoir des changements qui opèrent à travers le temps. Donc ça, c'est mettre en valeur un peu l'aspect longitudinal et biographique de ces sources de données. Donc, par exemple, à l'aide d'un observatoire de population, plutôt qu'aller chercher à s'intéresser au niveau de fécondité d'une population à un moment donné, vu qu'il n'y a rien de généralisable, on va plutôt aller chercher à observer son évolution générale ou à des moments particuliers. Par exemple, que se passe-t-il si on introduit des campagnes de planification familiale et que va-t-il se passer dans les années suivantes sur le niveau de la fécondité de cette population? Voilà, vous voyez un petit peu la logique. Et puis, pour pallier au manque de représentativité, ce qu'on peut faire parfois, c'est avoir plusieurs observatoires de population à différents endroits au sein d'un pays, des endroits qui démontrent un petit peu la variation, la variabilité des contextes locaux. Et puis, ça nous permet d'avoir un petit peu des idées de ce qui se passe un peu partout et de pallier partiellement cette question de représentativité, d'avoir une vision un peu plus générale du contexte de l'ensemble du pays. Par exemple, au Sénégal, ici, moi, j'ai travaillé 4 ans à l'observatoire de population de Niakhar, qui n'est pas très loin de Dakar, ici. Vous avez l'observatoire de Moulan, qui se situe en Casamance, dans un contexte complètement différent. Puis vous avez celui de Bandafassi aussi, qui se situe complètement à l'est du pays, plus proche justement de la frontière malienne, et où le contexte est encore une fois complètement différent. Donc en réussissant à jumeler l'information de ces 3 observatoires, on a quand même une meilleure vue d'ensemble sur ce qui se passe démographiquement au Sénégal. Mais ça reste une solution partielle et qui n'est pas statistiquement correcte. Voilà, et donc vous avez tout un nombre d'observatoires de population sur l'ensemble du globe. À ma connaissance, il n'y en a pas au Mali, en tout cas qui n'est pas géré par le réseau INDET qui gère une bonne partie des observatoires de population dans le monde. Mais comme vous voyez, vous en avez principalement dans les pays du Sud. Vous n'avez pas ici en Afrique du Nord et vous n'en avez aucun en fait en Europe et en Amérique du Nord. Voilà, donc ici vous avez un petit tableau qui, lorsque vous allez réviser, qui vous aide un petit peu à classer les différentes sources que l'on vient de voir, selon leur couverture, si elles sont exhaustives ou partielles. Donc les sources exhaustives, on a le recensement d'état civil et le registre des populations, et partielles, ce sont les enquêtes ou les observatoires de population, donc qui ne touchent qu'une portion de la population d'un territoire ou d'un pays. Bien sûr, les observatoires de population sont exhaustifs dans la collecte d'informations de la population qui les concerne, d'accord, mais cette population n'est qu'une portion de la population totale. Et puis ensuite, ce tableau les classe aussi selon si ces sources d'informations sont périodiques, si on les collecte à des moments spécifiques, statiques dans le temps,
ou bien si elles sont continues, hein, comme donc le registre de population qui collecte perpétuellement des informations, idem pour l'état civil et idem pour l'observatoire de la population. Puis ici, vous avez quelques grands avantages au niveau de ces sources, ce sera une grande part entre elles. Alors, vous avez bien entendu donc, toutes les sources qu'on vient de voir dans les 3 principales sources administratives, mais les démographes peuvent quand même aller chercher de l'information dans d'autres nombreuses bases de données qui existent et qui pourraient vraiment être facilement mobilisées pour la recherche démographique. Les bureaux des douanes, par exemple, et de visa, peuvent nous donner de l'information sur les migrations, les déplacements entre les frontières. Ce n'est pas tous les pays, par exemple, qui utilisent cette information-ci, mais il y aurait de quoi faire avec ça. Les registres des écoles et des hôpitaux, par exemple, peuvent nous donner aussi beaucoup d'informations sur l'éducation, l'état sanitaire de la population, etc., etc. Le bureau des impôts et des revenus aussi collecte ses propres registres qui peuvent être assez riches en informations. Bon, ça dépend d'un pays à l'autre, bien entendu. Et puis les bureaux des services sociaux. Et ça, ce n'est que quelques exemples. La liste pourrait être très longue. Mais cela dit, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour essayer de joindre ces différentes sources et mobiliser leurs informations. Il y a encore les questions de confidentialité qui se posent. Il y a le besoin d'avoir un identifiant unique d'une base à l'autre pour pouvoir jumeler les individus. Bref, il y a tout un tas de barrières techniques qui font que très peu de pays arrivent à vraiment joindre toute cette information pour finalement limiter l'information qu'on doit aller collecter auprès de la population à travers des enquêtes ou des recensements. Voilà, donc ça, c'est tout pour les principales sources en démographie. Je vais rapidement vous présenter une petite section sur les nouvelles sources de données aujourd'hui. Puis je pense que je vais vous libérer un peu plus tôt aujourd'hui parce que la matière était assez dense. Il n'y a pas eu beaucoup de questions ou d'interactions, donc je vous ai donné beaucoup de matière en très peu de temps. Donc voilà, alors, je vais rapidement vous parler sur des big data. Okay. Vous avez sûrement entendu parler du terme, c'est un terme très à la mode, même surutilisé aujourd'hui, mais qui finalement a une définition parfois floue et multiple. Okay. Au sens strict du terme, les big data, c'est en référence à toutes les données qui sont trop larges pour être stockées, traitées et analysées par les outils statistiques traditionnels. Ça, c'est une définition vraiment trop large qui est mobile finalement. Dès qu'il y a des progrès techniques, de nouvelles choses sont considérées comme big data et d'autres ne le sont pas. Mais à ce sens strict du terme, toutes ces données, ces bases de données nationales immenses, les ressourcements aussi, etc., peuvent être considérées comme des big data. Alors communément, nous, on va préférer la définition plus populaire de big data, qui est plutôt donnée à toutes les données qui sont produites automatiquement par l'utilisation de nouvelles technologies. Donc le téléphone mobile, Internet, les applications mobiles, les satellites et les senseurs, etc. Alors lorsque ces données sont utilisées habilement, elles offrent un avantage net pour étudier certains phénomènes qui sont plus difficiles à observer pour le démographe. Je vais vous donner quelques exemples, mais par exemple, l'étude de l'infécondité est assez difficile pour le démographe. En fait, on ne peut observer l'infécondité qu'une fois passé l'âge de 50 ans pour les femmes, donc l'âge normal de procréation. C'est aussi très difficile de différencier l'infertilité, qui fait référence au fait de ne pas être capable d'avoir des enfants, et l'infécondité volontaire, qui est le fait de ne pas vouloir avoir des enfants. Ça a vraiment été un problème assez important dans l'étude de l'infécondité chez les démographes. Et donc en 2017, il y a des auteurs qui ont utilisé les données d'une application de fertilité pour étudier l'infertilité, donc le fait de ne pas être capable d'avoir des enfants. Okay. Donc en fait, les gens qui allaient sur cette application
l'utiliser pour rentrer différentes informations qui sont supposées les aider à procréer. Okay. Et donc, quotidiennement, ils ont enregistré des informations sur cette application pendant une certaine période de temps. Et puis, à la fin, ils inscrivaient l'information selon laquelle on sait s'ils ont réussi ou non à avoir des enfants. Donc, en fait, en allant sur cette application, on sélectionne des individus qui désiraient vraiment avoir des enfants et on peut être capable de voir s'ils en ont eu ou non. Donc, on exclut les personnes qui ne voulaient pas en avoir. Donc, on arrive à éliminer l'ambiguïté de l'infécondité volontaire et cela nous laisse avec uniquement des cas d'infertilité avec en plus tous les facteurs qui peuvent contribuer à cette infertilité qui ont été insérés par les utilisateurs eux-mêmes dans l'application. Voilà, donc ça c'est un exemple d'utilisation ingénieuse de ces nouvelles sources de données pour répondre à des questions problématiques en démographie. Autre exemple, un des défis de la démographie, c'est d'observer l'immigration en temps réel et de réussir même à les observer parce que c'est un phénomène flottant, surtout lorsqu'il s'agit de mouvements de réfugiés. Alors, ici, il y a des auteurs qui étaient allés utiliser un outil de Google qui vous permet de regarder l'intensité de certains termes de recherche dans certains territoires et à différents moments de l'histoire. Ils sont allés voir l'intensité finalement de la recherche du mot Grèce en arabe en Turquie à un moment donné, d'accord ? Et ça a produit le graphique suivant, ce qui montrait que en août, on a observé un pic de recherche du mot Grèce en arabe à l'intérieur du territoire turc. Et ce qu'on a observé, c'est qu'avec quelques mois de décalage, eh bien, on a observé un pic d'arrivée immense de réfugiés syriens en provenance de Turquie qui arrivaient en Grèce. D'accord ? Donc en fait, on est arrivé à créer deux cours qui expliquaient avec une quasi parfaite corrélation l'intensité de la recherche d'un certain terme qui ne pouvait être lié qu'à un groupe de réfugiés syriens en Turquie, c'était le seul groupe à ce moment-là qui parlait arabe, avec l'arrivée donc, de ce flux de réfugiés 2 mois plus tard, ce qui représentait à peu près le temps de voyage finalement pour arriver sur le territoire. Voilà. D'autres, il y a aussi ce groupe d'auteurs, Savigny et Al, en 2014, ont créé un échantillon de 500 000 personnes pays membres de l'OCDE. Puis ils ont sélectionné des individus en fait, qui ont envoyé une succession de tweets sur le réseau social Twitter qui étaient géolocalisés. Et puis, bon, avec le résultat, ils arrivaient à vérifier qu'il y avait bien des forts niveaux d'émigration dans des pays qui étaient fortement touchés par la crise à l'époque en Europe, comme la Grèce et l'Irlande. On arrive aussi à observer la baisse de l'immigration en Mexique, vu que la migration mexicaine, principalement vers les États-Unis, suppose une baisse de cette migration. Voilà, en tout cas. Donc, ils sont allés confirmer plusieurs tendances que l'on supposait par le passé, mais donc, grâce à l'utilisation de cette simple petite donnée assez basique à partir d'un réseau social. Bon, avec ces big data, vous voyez directement le parallèle avec les observateurs de population. On ne peut pas estimer exactement le nombre de migrations, par exemple, avec cette étude, mais on peut estimer l'ampleur des changements qui opèrent suite à un événement particulier, ainsi que les grandes tendances. Donc, similairement que pour les observatoires, il n'y a pas de représentativité. Dans tous les cas, il y a une grande sélectivité avec les big data parce qu'on observe généralement que les gens qui ont accès à Internet, donc déjà une part de la population assez spécifique, mais néanmoins, on est capable d'observer des chocs ou des changements, comme c'est le cas ici aussi. Puis c'est donc c'est vraiment l'unique chose qui nous intéresse avec ces nouvelles sources de données. On ne pourrait pas calculer le taux migratoire d'un pays avec des big data. Ce serait impossible. Il nous faudrait vraiment connaître l'entièreté des effectifs. Voilà. Donc, les avantages de ces big data, néanmoins, sont qu'elles sont massives, dynamiques et complexes.
elles sont continues, ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup en démographie, hein, la temporalité, mais elles nécessitent un énorme traitement pour qu'on puisse les faire parler. Les données sont compliquées à gérer. Après, l'avantage, c'est que la collecte et le stockage d'informations est généralement gratuit et automatique, même si souvent la propriété de ces données appartient à des groupes privés qui finalement s'accaparent les nouveaux types de recherche que l'on peut faire ou qui finalement finissent par vendre les données à des prix exorbitants. Les autres limites, on l'a vu, c'est qu'elles sont presque toujours une sélection d'individus, généralement les individus qui ont accès à Internet, qui ont un smartphone, etc. Voilà. Et donc avec ça, il y a d'importants enjeux éthiques et légaux qui se posent. Ça, c'est aussi un des nouveaux enjeux de plus en plus discutés aujourd'hui, qui n'est pas totalement lié de la remise en question de ces sources de données traditionnelles. On commence à avoir tellement peur des données à cause de cet envahissement des big data et des compagnies derrière, que même les sources traditionnelles qui, pendant des siècles, nous ont aidé à gérer le territoire, commencent aujourd'hui à être remises en question. On a vraiment peur de ce mot de données. Voilà, donc ça va être tout pour les sources. Ici, je vous présente quelques liens avec, donc je vous présente quelques liens vers des sites ou des ressources qui vous permettent d'accéder gratuitement à des données démographiques. Bon, malheureusement, plusieurs de ces sources sont en anglais. Les ODS ici, par contre, mais la plupart de ces sources ne sont disponibles qu'en anglais. C'est un petit peu dommage, mais c'est le mieux que je pouvais y donner. Voilà, donc si dans un futur, vous faire des recherches sur les caractéristiques démographiques d'un pays quelconque, vous pouvez venir consulter cette liste-ci pour avoir vos réponses. Autrement, il y a aussi tout un tas d'autres ressources que vous pouvez aller consulter. Tout d'abord, les offices nationaux de la statistique. Hein, alors, Daouda Traoré m'a corrigé, merci. Ici au Mali, ou chez vous au Mali, c'est l'Institut national de la statistique, donc l'INSTAT. Vous pouvez aller consulter leur site web. Des fois, il est possible d'aller trouver des rapports ou des tableaux, des bases de données portant sur la démographie du pays. Le site de la Banque mondiale est aussi assez utile. Bon, il reprend principalement les données de l'ONU que vous trouvez ici dans les deux premiers liens, mais vous pourriez traduire le site en français et accéder à des tableaux très construits sur les sites web. Donc c'est ça. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, car comme je disais, je vous ai un peu surchargé de matière aujourd'hui. N'hésitez pas à faire des lectures pour revoir certains des éléments sur lesquels on est passé plus vite aujourd'hui. Ça, ce sera le dernier cours, le seul cours en fait très lourd en contenu un petit peu théorique comme ça. Les prochains cours, on va un petit peu voir des aspects techniques de la démographie, des calculs, des méthodes, des graphiques, ainsi de suite. Et on passera beaucoup plus de temps à explorer ensemble les enjeux actuels de la démographie. J'ai eu un commentaire, je suis désolé pour le bruit, je ne sais pas ce qui se passe dehors, mais j'espère que ça n'a pas trop compliqué la compréhension de ce que je disais. La prochaine fois, je m'assurerai de fermer toutes les fenêtres. Voilà, donc je vais vous libérer. S'il y a des questions, allez-y, n'hésitez pas. Vous donner un, deux, trois minutes pour les questions, même plus en fait. Autrement, on va conclure le cours là-dessus. D'accord. Alors, sur ce, merci à tous pour votre présence et on se rencontre donc mardi prochain.